Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes prêts pour aller au travail ou bien faire différentes activités. Aujourd'hui, il fait un peu frais, mais il fait bon ici dans mon jardin des plantes. J'ai commencé à faire de la gym et tout ça. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi. C'est une chaîne historique. Je vais vous parler d'un sujet, bon, qui est toujours d'actualité, mais je vais vous décrire leur arrivée en France. Ce sont mes amis harkis. J'espère que vous allez me marquer des j'aime, que vous allez vous abonner, parce que quand même c'est un sujet intéressant. Certains ne le savent pas et voilà. Et leur expliquer leur parcours et tout ça. Voilà, je vais vous parler ce matin de la transplantation en marge des harkis. Je commence. Les harkis, une transplantation en marge. Si parmi les Français musulmans rapatriés, les notables musulmans, fonctionnaires et autres militaires sont reclassés à l'instar de l'ensemble des Français d'Algérie, il n'en est pas de même pour la majorité des anciens supplétifs et leurs familles. Hiérarchisation est ainsi faite par les pouvoirs publics entre les populations en provenance d'Algérie dans les modalités d'accueil. Continuité des représentations coloniales, ces populations sont perçues comme souhaitant une vie communautaire, refusant ainsi, par crainte d'incidents, des structures d'accueil similaires. Les Européens entre eux, les musulmans entre eux. Ainsi, aux Européens d'Algérie et aux notables musulmans, considérés comme des rapatriés sans équivoque, les anciens supplétifs sont soumis à un contrôle social, tout en étant traités en priorité par rapport aux migrants algériens traditionnels. Lors de l'arrivée des notables musulmans, élus caïds et autres machayas, en France, les pouvoirs publics, à l'échelle départementale, ont pour consigne de les accueillir comme des Européens d'Algérie. C'est ainsi de ces notables musulmans à Toulon, le 7 juillet 1962, où cette différence vis-à-vis des supplétifs est d'autant plus soulignée, il s'agit des musulmans de qualité, entre guillemets, devaient être traités exactement comme des Européens. Des camps de transit sont mis en place à destination des familles d'anciens supplétifs. Au camp de Bourg-Lastic, puis de Nome et le Larzac dans l'Aveyron, ouvert dès le mois de juin 1962. Succèdent à partir de septembre, pour des raisons de saturation et d'hiver rigoureux, les camps de Riswald dans les Pyrénées-Orientales et de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Enfin celui de Bias en Lot-et-Garonne, soumis à un encadrement militaire, alors qu'ils sont considérés comme des civils réfugiés et sont sous la juridiction d'une structure spécifique, en marge des autres rapatriés.
le service d'accueil et de reclassement des Français d'Indochine et Français musulmans. Si le premier facteur à la mise en place des camps de transit est de permettre le reclassement d'une population non prévue au départ et de surcroît non désirée, il s'agit aussi de protéger une population des risques de représailles en France. Les préfets des départements à forte implantation de migrants algériens et de structures du FLN recensent à partir du mois de mai et tout au long de l'année 62 des assassinats, des enlèvements, des extorsions d'anciens supplétifs. Craignant une extension de ces représailles, voire la poursuite en France de la guerre d'Algérie entre groupes d'anciens supplétifs et groupes de FLN, certains préfets demandent d'ailleurs l'interdiction de l'installation d'anciens supplétifs dans leur département. La fin de l'année 62 annonce cependant une accalmie dans ces règlements de compte, ce qui entraîne une protection moins poussée. En même temps que soumis à une protection particulière, les anciens supplétifs sont suspectés d'une possible collusion, voire récupération de la part de l'OAS, qui poursuit ses attentats en France, afin d'assassiner ceux qui ont liquidé l'Algérie française, De Gaulle en tête, ou de permettre le renversement de son régime. Les camps de transit et les concentrations de familles d'anciens supplétifs sont ainsi l'objet d'une surveillance singulière en attendant leur progression, reclassement aux quatre coins de l'Hexagone. Dernier épisode des migrations politiques liées à la décolonisation de l'Empire français. L'arrivée de plusieurs centaines de milliers de Français d'Algérie, fuyant les violences de la fin de la guerre d'Algérie, est un bouleversement démographique imprévu en 1962, tant par son ampleur que sa concentration dans le temps. Si pour les Pieds-Noirs et Juifs d'Algérie, l'exode est la conséquence de l'action de l'OAS, de l'insécurité générale, de l'ambiguïté de leur place dans la future Algérie indépendante. Pour les Harkis, les violences à leur endroit les poussent massivement à fuir. Les pouvoirs publics se doivent ainsi de relever de nombreux défis. L'organisation d'une administration d'accueil spécifique, la résolution de la saturation de logements et le problème de l'emploi. Une prise en charge qui dénote certaines continuités des représentations coloniales avec la hiérarchisation des rapatriés, séquelles de l'Algérie coloniale. Aux revendications d'ordre matériel, les rapatriés d'Algérie, Pieds-Noirs, Juifs d'Algérie et Harkis, s'orientent progressivement vers des quêtes identitaires qui révèlent de manière ostentatoire l'hétérogénéité d'une population que seule l'Algérie, l'année 62, lie réellement. Au sein de ce passé qui ne passe pas, pour reprendre l'expression de l'historien Henri Rousseau, les conflits de mémoire des divers acteurs de la guerre d'Algérie s'immiscent dorénavant dans les relations franco-algériennes. J'espère que mon petit résumé sur les Harkis, sur les rapatriés, sur les Pieds-Noirs juifs d'Algérie, vous a plu. Sur ce, la poétesse vous souhaite une bonne journée et j'espère que ma vidéo vous a plu.
Au revoir et bonne journée pour une nouvelle poésie ou bien un nouveau commentaire ou une nouvelle histoire.